Depuis le Hilton Québec, bienvenue à Mission Inspiration. Notre invité d'aujourd'hui est un véritable ambassadeur de la montagne. En 2008, il a atteint le sommet de l'Everest, a fait des centaines d'ascensions, dont les 7 plus hauts sommets des 7 continents. Médaillé d'honneur de l'Assemblée nationale, cet aventurier exceptionnel, cet auteur, entrepreneur et conférencier a aussi écrit un livre, un best-seller, dans lequel on découvre à quel point on a tous au fond de nous notre Everest à monter. Restez des nôtres, car dans quelques instants, je vais rejoindre le très inspirant François Guitty-Vierge. L'Hôtel Hilton Québec est fier de vous présenter missioninspiration.tv. François Guitty-Vierge, ça fait plaisir de te recevoir sur le plateau de Mission Inspiration. Merci de l'invitation. T'es vraiment un gars tellement d'action que moi, je vais rentrer tout de suite dans l'action avec toi dans l'entrevue. Moi, je veux que tu me parles de toutes tes expéditions. J'ai vu des photos, c'est extraordinaire, puis en même temps, j'ai plein de questions. Raconte-nous ça. Rapidement, j'ai commencé très jeune à être aventurier puis à avoir le goût d'escalader suite aux nombreuses randonnées puis les week-ends d'esquí alpin avec ma famille, les camps d'été, puis finalement, quand je suis arrivé à l'université, c'est là que j'ai eu le goût de faire plein de voyages, plein d'expéditions, et puis surtout en escalade, parce que c'était comme extrême, puis c'est là que j'allais chercher le maximum de sensations fortes, puis de qualité aussi au niveau du jugement, de la prise de décision, ma confiance en moi, puis aussi la confiance envers les autres, parce qu'on fait pas de l'escalade tout seul, il y a tout le temps quelqu'un qui tient notre corde. Faire confiance, là, c'est pas évident quand tu fais de l'escalade, c'est pas n'importe qui va tenir ma corde, comme on dit. Ça m'a amené à voyager beaucoup à travers le monde, puis à faire de nombreuses expéditions. Raconte-nous ça, ta première grande expédition. C'est sûr qu'il fallait que je commence autour de chez nous, à Québec, autour du Mont-Sainte-Anne, surtout qui a été mon lieu de pratique. Et tu habites au Mont-Sainte-Anne, oui. T'adores, t'es en amour avec le Mont-Sainte-Anne. Oui. C'est vraiment là que j'ai fait mes premiers campings d'hiver, mes premières longues expéditions dans le bois, finalement. Après le Québec, ça a été les Rocheuses canadiennes, les États-Unis et puis les Alpes. Aller grimper les montagnes dans les Alpes comme le Mont-Blanc, des choses comme ça. Beaucoup d'escalade de glace aussi en Suisse, en France et puis aux États-Unis, beaucoup d'escalade de rochers. On parle des années 80, début des années 90. Mais comment tu finançais tout ça? Au départ, c'était des petits voyages qui n'étaient pas des grosses expéditions comme sur le Mont Everest puis en Antarctique. Puis là, c'est une autre ligne plus élevée un peu là, comme budget d'expédition. Mais au départ, les voyages en Europe, dans les Rocheuses canadiennes, c'était encore des voyages accessibles, oui. Et là, ta grande expédition, ta première, ça a été quoi? Une expédition où je me suis vraiment retrouvé là, dans un environnement sauvage, c'est en Inde, dans l'Himalaya indien. Je suis allé gravir une montagne qui s'appelle le mont Bhagirathi. Entre le K2 et l'Everest, une montagne vertigineuse, verticale, extrêmement difficile. On a passé 7 jours suspendus dans le vide là, à monter une paroi là, verticale. En 1996, c'est à cette époque-là que j'ai goûté pour la première fois à l'Himalaya. Puis là, c'est comme avec toute la chaîne de montagne qui est une des plus prestigieuses avec le mont Everest, l'Himalaya, c'est resté gravé dans mon imaginaire. Mais quand tu fais une ascension comme ça, 7 jours de temps? Ouais. Mais est-ce qu'à un moment donné, c'est drôle ma question, mais est-ce qu'à un moment donné, on se dit, ah là, j'aurais comme le goût de décrocher? En fait, c'est une expédition qui a duré 6 semaines, mais j'ai resté dans la paroi 7 jours. Puis effectivement, on peut prendre la décision, on arrête ça là, puis on redescend en rappel, puis on va descendre dans la journée. Ce qui a pris 7 jours à escalader, va prendre une journée à descendre. Et ça, il y a une leçon de vie là-dedans, hein? Bien, en fait, on est là pour essayer une montagne. Là. C'est pas garanti qu'on va atteindre le sommet. Là. C'est comme un projet d'affaires. On se lance en affaires, mais il y a quand même un risque. Là. Un entrepreneur prend des risques, prend des décisions. Je pense qu'un alpiniste doit aussi prendre des risques. Là. Dès qu'on va en montagne, où il y a un certain risque là, qui doit être calculé, on doit quand même développer cette expertise-là pour avoir des meilleures décisions. Parce qu'on monte les montagnes, mais on veut revenir vivant. Là. Mais François, quand tu reviens d'une expédition, est-ce que tu vis comme une espèce d'introspection? Est-ce que tu penses déjà à ta prochaine ascension? Comment tu vis ça? J'ai toujours 50 % le goût de partir, mais j'ai toujours 50 % le goût de revenir aussi. Ah oui? Ouais. Au départ, on est concentré vers notre objectif, c'est d'aller escalader une montagne, de voyager. C'est une mission, là. On s'en va là, sur un projet d'expédition, un projet de montagne. Ce qui nous motive dans ça, c'est un petit peu la recherche de notre montagne intérieure. En fait, c'est tellement de gratitude parce que je reviens dans un confort.
On a manqué vraiment de bonne alimentation, de confort, de son lit, de sa famille, de ses proches. Quand on arrive, on est tellement en gratitude avec tout ce qu'on a que j'apprécie mon entreprise, j'apprécie les gens, j'apprécie tout, j'apprécie les aliments, j'apprécie ma maison, j'apprécie tout. Ça, c'est la partie là, la plus intéressante d'un retour de voyage. Les gens là, qui nous écoutent, là, ils savent, quand on revient de voyage, on est-tu bien dans nos choses? Là? Ça, c'est sûr. Mais quand on part en expédition, là, t'es pas dans un 5 étoiles, là. T'as passé 9 semaines, 2 mois dans des tentes au camp de base de l'Everest ou en Antarctique. Quand tu reviens, là, que tu vois ton lit, puis tu prends ta douche, t'as les larmes aux yeux. Froide, là. C'est capoté. C'est le plus beau moment, là, quand tu reviens à la maison. Est-ce que ça veut dire qu'à la limite, c'est comme si les besoins primaires qu'on compte tous les jours, hein, se loger, donc toi, ça te fait toujours réaliser d'avoir cette gratitude-là, finalement. C'est ça. Ouais. Ça, c'est la plus belle leçon que je reçois à chaque fois, de se rendre compte qu'on est gâtés par la vie, là, nous, les Québécois, les Canadiens, puis les Nord-Américains en soi, là, parce que partout que j'ai voyagé à travers le monde, bien, que ce soit en Afrique, en Argentine, au Népal, même en Russie, c'est de la pauvreté là, partout. Là, tu sais. Puis ça, c'est tous des constats que tu fais, qu'après ça, tu partages avec les gens. Oui. Parce que tu l'as vécu, puis donc tu veux leur retransmettre ce que toi, tu ressens à l'intérieur. Oui. Le message, c'est de faire des efforts puis de vouloir réaliser ses rêves. Dans mes conférences, c'est toujours le travail d'équipe, la persévérance de réaliser ses rêves, puis qu'il n'est jamais trop tard pour devenir ce qu'on veut devenir. Donc, c'est ça qui est le plus important pour les gens. C'est pour ça que j'ai choisi le titre de ma conférence « À chacun son Everest ». Il y a 2 volets. C'est côté entrepreneur, côté aventurier. Les 2 ensemble fait que ça donne une conférence qui est vraiment appréciée. C'est un témoignage, un vrai fait vécu. C'est l'histoire de quelqu'un d'ordinaire qui a osé réaliser ses rêves. Oui, parce qu'en tout, tu as fait combien d'ascensions? Plusieurs milliers d'ascensions, mais les plus notables, c'est l'Everest, les 7 plus hauts sommets des 7 continents, puis d'aller skier jusqu'au pôle Sud puis jusqu'au pôle Nord. Ça, c'est une genre de collection là, qui est la couronne des 7 sommets plus les 2 pôles, qui est très rare. Là. Il n'y a pas grands êtres humains qui ont réalisé cet exploit-là, Odyssée autour du monde, mais c'est toujours avec beaucoup de respect puis d'humilité que je raconte des anecdotes, puis je fais le parallèle entre la vie de tous les jours, la vie professionnelle, puis les expéditions, puis les aventures de montagne que j'ai vécues. Mes conférences sont bien animées avec des images saisissantes, des photos qui ont été prises de moi ou que moi j'ai pris de mes compagnons de cordée. Ça fait une conférence très colorée. Des compagnons de cordée. Ah, ils appellent ça comme ça. Oui. Ça fait une conférence qui est très colorée, qui est très animée. Les gens vont voyager. C'est plus hot que les grands explorateurs parce que c'est plus sportif, c'est plus extrême, comme on pourrait dire. Là. Ça va chercher les cordes sensibles humaines aussi. Je parle beaucoup de valeurs humaine. Dans mon livre aussi, on voit beaucoup de citations. Oui. On ressent tout le côté humain qu'il y a derrière ça. Exactement. On parle pas de mètres et de temps, de record de vitesse, rien de ça. C'est l'être humain contre soi-même, avec l'harmonie de la montagne, savoir revenir au camp de base pour repartir en force. C'est beaucoup de respect et d'humilité. Là. Oui, puis justement, ton livre, on va y revenir. Reste avec nous après la pause. On continue notre entrevue avec François Guithibiège. Depuis le Hilton, on est de retour à Mission Inspiration avec notre invité d'aujourd'hui qui a fait plusieurs aventures, dont, si on se permet de faire le résumé, le pôle Nord, le pôle Sud, les 7 plus hauts sommets des 7 continents, le Kilimandjaro. Mais qu'est-ce qui va te rester à faire, François-Guy? Il y a beaucoup de projets de montagne qui est sur la table. J'ai le projet d'émission Destination Montagne qui fait découvrir les plus belles régions du Québec. Du Québec! Ça, ouais, les 10 plus belles montagnes du Québec ou les 10 plus belles régions montagneuses du Québec avec les destinations de montagne. C'est un petit projet là, que je vous dirais qui est... Un grand projet. Oui, qui est en voie de se réaliser, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait prendre de l'ampleur puis devenir à l'international que la semaine prochaine, je vous amène en Suisse puis je suis en Espagne. Hey, ça serait plate, ça, hein, faire ça pour toi, hein? Ah, non, ça, c'est mon rêve aussi. Oui. On a toujours des projets, des rêves. Des rêves, tout le temps. As-tu des rêves qui t'empêchent de dormir parce qu'ils sont trop grands, trop beaux? Non. Les rêves, ça ne m'empêche pas de dormir. C'est rare que j'ai de la misère à dormir. Moi, mes journées sont complètes. Ils sont complètes. Tu as trouvé le temps d'écrire un livre qui était un best-seller. Oui.
qui a été traduit aussi en anglais. Oui. Parle-nous de ton livre. Écoute, après avoir fait le pôle Nord, j'avais déjà entamé le récit de mes expéditions des 7 sommets avec l'Everest. Puis là, je me disais, il faut que je partage ça avec un livre bourré de photos puis des citations pour motiver les gens à réaliser leurs rêves. Je me suis mis à compléter ça. Puis avec mon éditeur, Sylvain Harvey, c'est un best-seller, 5000 copies vendues. Donc, j'en suis très fier. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Là. Moi, je l'ai fait avec mon cœur. Je l'ai écrit là, vraiment là, avec mes émotions. C'est comme un héritage que tu te donnais en même temps parce que tout ça se retrouvait sur papier, dans le fond. C'est de coucher sur papier des émotions, des peurs, se mettre à nu aussi devant... Des peurs? Oui, parce que toutes les fois qu'on arrive devant un projet de montagne, un mur, on est craintif. Hein? La peur des montagnes a toujours été là, mais à plus petite dose que quelqu'un qui n'est pas capable de l'apprivoiser, mais... On l'apprivoise, cette peur-là, mais on reste toujours craintif face à la montagne. C'est ça qui fait qu'on est toujours vivant. C'est important. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là. Mais comment tu peux transposer, dans le fond, ce vécu-là d'aventurier pour le monsieur, madame, tout le monde? Comment tu peux transposer ça? Ma principale qualité, c'est de rendre la montagne accessible à monsieur, madame, tout le monde. Moi, j'étais un gars qui aime partager cette passion-là pour l'escalade. Tu as parti la première école d'escalade, le Rock Gym. Alors, tu accueilles du monsieur, madame, tout le monde qui viennent expérimenter, dans le fond. Puis ce qui est très important, c'est que quand les gens viennent au Rock Gym, c'est que la première ascension doit être une victoire. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens réussissent dans la vie, mais réussissent aussi à grimper au Rock Gym. Si les voies sont trop difficiles, les parcours, les trajets sont trop difficiles, les jeunes ne seront pas capables de me rendre jusqu'en haut. Les débutants vont trouver ça difficile. Donc, l'approche, c'est toujours été de rendre ça accessible. Pour moi, l'escalade, l'alpinisme, la randonnée. L'hiver, on est aux Chutes Montmorency, donc je donne des cours d'escalade sur glace aussi. J'ai vu des photos où tu dors dans... Des portes à ledge. Est-ce que tu des hamacs. Suspendu? Comment tu fais pour dormir? Tu te sens en sécurité? En fait, ça, c'est des équipements vraiment hautement développés pour la sécurité en montagne. On dort avec sa ceinture de sécurité attachée sur la paroi aussi, en plus. Mais tu réussis à dormir? Ben oui. Oui, ça, c'est incroyable. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Outre le fait que tu disais tout à l'heure, la gratitude, est-ce que ça t'amène à d'autres niveaux? Bien, c'est bien sûr que c'est un développement personnel. C'est une forme de méditation. Les mouvements, la difficulté, l'effort physique fait en sorte que quand tu as fini ta journée, ben, tu es fier de toi. Oui. C'est ce côté-là qui est vraiment fort de l'escalade. Les gens pratiquent beaucoup maintenant l'escalade parce que c'est un sport qui développe toute la personne, développe la jeunesse, la prise de conscience du risque aussi, le sens des responsabilités. Le jeune va arriver au Rock Gym, puis c'est pas juste des jeunes, hein. On a des gens de tout âge là, qui sont là depuis très longtemps, qui grimpent au Rock Gym. Depuis 23 ans qu'on est ouvert, le centre d'escalade, puis la clientèle n'a pas cessé là, de grandir. François Guy, moi, je te lis beaucoup sur Facebook parce que tu envoies souvent des phrases inspirantes. Moi, ça me fait toujours du bien de lire ça. Puis à un moment donné, je voyais que tu mettais beaucoup d'informations sur Via Ferrata. C'est quoi ça, Via Ferrata? En fait, c'est des parcours d'aventure en montagne. On en a 2. On en a un dans Charlevoix, les palissades de Charlevoix. Mais ça veut dire quoi, Via Ferrata? En fait, Via Ferrata, c'est un mot italien qui veut dire voie de fer. OK. Fait que c'est un hybride entre la marche et l'escalade. Donc, les gens qui veulent pas faire d'escalade parce qu'ils trouvent ça peut-être un peu trop ça, moi, je trouve ça intéressant. Difficile, mais qui trouvent que la marche en montagne est rendue un peu trop facile. Familière, oui. Familiale. Ils veulent un petit frisson. Ils veulent un paysage plus vertigineux. Vont s'adonner à pratiquer la Via Ferrata avec les équipements, les harnais, les casques, les longes. Et toi, tu as des sites pour faire ça? Oui, on a 2 sites magnifiques. C'est un qui est au Palissade de Charlevoix avec une auberge où les gens peuvent dormir. C'est comme une auberge de jeunesse. Et c'est toute ton entreprise qui gère ça? Oui. OK. On a des beaux parcours sur le bord d'un lac, le spa, le sauna, les grosses cuisines communautaires, les douches. C'est une auberge de jeunesse en montagne. Il y a des campings tout le tour, puis il y a des parcours d'aventure en montagne dans la falaise. Des belles falaises de granit qui est à peu près 10 km du village de Saint-Siméon. Après ça, on a la Via Ferrata du Nord, à la vallée du Bras-du-Nord, dans la région de Pont-Neuf, dans le coin de Saint-Raymond. C'est un beau parcours de Via Ferrata qui est dans un des plus beaux parcs en développement au Québec, qui a gagné des prix d'excellence au niveau de sa forme entrepreneuriale qui est vraiment coopérative. On est membre producteur d'aventure sur le site avec une Via Ferrata qui correspond aux besoins des gens d'aujourd'hui.
produit. Elle dure environ 1h30, 2 heures le parcours. Les gens peuvent faire une descente en rappel. Quand tu dis les gens, est-ce que ça peut être des familles? Oui, c'est 10 ans et plus. Les jeunes de 10 ans, là, ils abandonnent un peu les jeux gonflables, là, puis ils s'en vont, ils s'en vont vers des défis un petit peu plus difficiles, comme les Via Ferrata, qui est un produit dédié pour ces jeunes-là là, de 10 ans et plus. Là. Et puis, c'est une activité familiale, mais qui est aussi pour les amateurs de sport, de plein air, tout ça, qui veulent voir des beaux paysages puis sentir des sensations fortes. On a aménagé une station de descente en rappel, puis 3 belles tyroliennes qui permettent de vivre des petites sensations fortes aussi, proches du stationnement puis de la quai Shanahan. C'est les 2 gros produits vedettes là, en été puis à l'automne. L'hiver, la chute Montmorency, un site que j'exploite depuis 1985, que j'enseigne la pratique de l'escalade sur glace et l'alpinisme. À chaque année, c'est plusieurs centaines de personnes qui viennent relever le défi, apprivoiser l'hiver, briser la glace. On aime ça. Moi, je suis toujours passionné par ça. On a toujours des guides qualifiés qui nous accompagnent dans ces aventures-là pour débutants. Bien, écoute, toi, tu es un expert et tantôt, tu as ouvert la porte sur des anecdotes que tu racontes dans tes conférences. Et je veux en entendre sur le plateau. Alors, reste avec nous. On est de retour dans quelques instants. Depuis le Hilton Québec, on est de retour avec notre invité d'aujourd'hui. François-Guy Tivierge, tu es un aventurier, tu as vécu des choses exceptionnelles. J'ai le goût que tu nous gâtes. As-tu une anecdote pour nous? Quelque chose que tu as vécu dans tes grandes aventures? C'est quand je suis arrivé au pied du Mont Everest puis que j'ai vu l'ampleur du projet. J'ai eu peur pendant à peu près 3 jours, là, où je pensais quasiment abandonner. Toi qui es expérimenté, tu as eu peur? J'ai comme eu un moment de faiblesse là, dans ma confiance. Malgré le fait que tu dis, je suis guide de montagne, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai fait plein de montagnes. Ça reste que tu te sens comme incapable de monter au sommet de cette montagne-là. Là, on devient très spirituel avec le Népal, qui a déjà une grande spiritualité. J'ai prié, et puis à un moment donné, j'ai trouvé la façon d'aborder cette montagne-là, étape par étape. Puis je me suis dit, j'abandonne pas tant que j'irai pas toucher au camp 1. Puis après ça, je verrai si je continue ou pas. Puis je me suis rendu, puis ça a bien été. On redescend après au camp de base, on refait des forces, on retourne au camp 1, on continue vers le camp 2, puis là, on vit une deuxième étape qui est de se rendre au camp 2 puis de prendre la décision, on continue ou on continue pas. Si on continue, là, on redescend au complet. Et tu sérieux, je savais pas que ça se passait comme ça. Ouais, on reprend encore une autre décision, on continue à aller plus loin, puis finalement, on se rend jusqu'au camp 3 pour gagner plus de confiance, mais aussi pour créer plus d'hémoglobine, des globules rouges, puis s'acclimater à la haute montagne. Parce que plus on monte en altitude, plus on manque d'oxygène dans l'air. C'est des genres de paliers, puis c'est ça qui fait qu'on vient acclimater. Dès qu'on a atteint le camp numéro 3, puis qu'on a fait une nuit au camp numéro 3, là, on redescend, puis on peut enfin dire que ton corps est acclimaté pour tenter de faire le sommet. À partir de ce moment-là, les cartes sont sur la table. Tu as le choix de dire j'y vais ou j'y vais pas. Là, c'est là que j'ai épuisé toutes mes ressources aussi spirituelles, puis de confiance intérieure, puis de dire je l'essaye, je le fais. Puis... C'est drôle, excuse-moi de t'interrompre, mais on sent l'émotion quand t'en parles. Ouais. C'est quelque chose qui revient. Je pense beaucoup à mon père pendant cette ascension-là. Il est décédé quand j'avais l'âge de 9 ans. Oh. Donc, au camp de base, j'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce que je faisais dans la vie, puis tout ça, puis qu'est-ce que j'avais vécu. C'est une grande rétrospective. C'est comme 2 mois et demi où t'as pas accès à la technologie, les télévisions, rien, le confort. Donc là, tu recentré sur toi-même. C'est un focus sur ta vie. Puis là, ben, mon père est devenu un ange gardien pour moi dans cette montagne-là, sur le mont Everest. Tu l'as ressenti? Oui, oui, oui. Puis au cours de l'assaut final, vers le sommet du mont Everest, j'ai comme senti une présence là, de mon père. Rendu au sommet de l'Everest, là, c'était le plus beau jour de ma vie. Je suis resté 1h30 à contempler le paysage, à prendre des photos, vidéos, etc. Puis c'est là que je me suis dit en dedans de moi-même, papa, tu dois être fier de ton fils.
Donc ça, c'est le moment le plus émotionnel que j'ai vécu de toute ma vie. Je pouvais pas être plus haut sur la planète pour le saluer. J'ai eu vraiment beaucoup d'émotions. Puis que c'est bien dit. Après ça, ben là, tout de suite, il faut que tu deviennes réaliste puis tu te dis, c'est vrai que le meilleur alpiniste au monde, c'est pas celui qui monte l'Everest, c'est celui qui redescend vivant. Après 53 jours d'ascension puis d'acclimatation, il faut redescendre. Puis c'est là qu'arrivent tous les accidents, parce que les gens sont fatigués, les gens manquent de force. Les gens qui connaissent un peu le mont Everest puis qui ont vu le film de l'Everest savent qu'il y a des cadavres qui sont sur la montagne, etc., parce qu'ils n'ont pas eu la force de redescendre. Dès que j'ai pu atteindre le sommet de l'Everest puis de rester le temps qu'il fallait, je me suis dit, on redescend, puis ça presse, on redescend en bas. Les énergies sont comptées. Est-ce que tu pleures dans certains moments? Je te dirais, c'était plus au début, comme je t'ai expliqué, quand tu as peur de... T'as pas commencé, mais tu as peur de l'inconnu. Mais un coup que tu es rendu sur la montagne, c'est comme un coup rendu sur une scène, puis tu commences ta conférence, ça va bien. C'est vraiment une des segments de ma vie que je raconte dans ma conférence qui va chercher beaucoup d'émotions des gens aussi. Écoute, c'est drôle parce que je trouve que tu es un excellent conteur. Je l'ai tout visualisé, puis je l'ai quasiment ressenti. J'ai senti l'émotion. C'est un art d'être capable de bien communiquer des choses comme ça qu'on vit, là. Alors, ça me fait penser qu'à un moment donné, quand je suis allée à une de tes conférences, tu présentes une vidéo d'ouverture. C'était toutes des jeunes qui avaient dans la salle. Puis là, à un moment donné, le monde, il était comme en transe. Quand tu arrives après ça sur la scène, tu as l'impression que ce que tu viens de voir, parce que tu présentes un film au début et tout ça, après ça, tu arrives comme... T'es quasiment un super-héros. Comment tu vis ça quand tu fais tes conférences? C'est toujours une question de respect et d'humilité, là. C'est vraiment une question de partager cette passion-là pour relever des défis personnels, donner aux gens des outils pour atteindre leurs objectifs personnels, que ce soit dans leur vie personnelle, dans la carrière, dans une entreprise. Mais j'ai remarqué, les gens vont te voir après, hein? Ils te serrent la main et j'en sentais des fébriles. Il y a des gens qui viennent me voir 2 fois en conférence tellement qu'ils aiment le message. Puis je reçois des messages Facebook aussi de gens qui me disent « François-Guy, tu m'as vraiment inspiré beaucoup, puis je suis en train de réaliser mon rêve, moi aussi. » C'est toutes des petites étapes comme ça. Puis moi, c'est ça qui fait un peu ma paye puis mon bonheur, c'est de donner aux jeunes, donner aux suivants. C'est pour ça que j'ai démarré une fondation il y a 5 ans pour aider les jeunes en difficulté puis faire des voyages humanitaires. Avant l'Everest, j'étais un peu plus égoïste. En revenant de l'Everest, j'étais plus altruiste. Donc, j'ai développé un petit peu plus aussi ma personne, puis j'essaie de m'améliorer tout le temps là, personnellement, puis d'inspirer les gens à s'améliorer aussi. Mais le Québec s'en est rendu compte que tu faisais une belle mission à véhiculer ce message-là aussi beaucoup auprès des jeunes, parce que tu as reçu une belle médaille, toi, de l'Assemblée nationale, hein? Oui, la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale, ça a été pour moi un moment très fort de reconnaissance où que j'ai vécu avec toute ma famille. Une reconnaissance que nous, les alpinistes, on a rarement parce que si tu vas dans une discipline aux Jeux olympiques, on va te remettre une médaille. Alors, quand tu arrives au sommet du mont Everest, il n'y a pas de médaille en haut. Là. Tu le fais pour toi-même. Là. Fait que c'est vraiment un moment de gloire solitaire puis intérieure. Mais ça t'a touché d'avoir une reconnaissance. C'était comme si c'était ta médaille des Jeux olympiques à toi. Ouais. Écoute, François-Guy, l'émission tire à sa fin. J'aimerais ça que tu nous laisses sur 3 grands messages que tu pourrais m'identifier, que tu fais dans tes témoignages, tes conférences témoignages, qui pourraient nous aider là, à Mission Inspiration, justement, à continuer notre cheminement. En fait, c'est sûr que ça serait d'identifier vos passions puis vos objectifs, clairement, par écrit. Puis là, essayez de faire des étapes pour réaliser puis se rapprocher de votre but ultime. Je te dirais, c'est la première partie de ma conférence, c'est d'identifier vos passions, vos rêves, vos objectifs, puis de faire des étapes pour y parvenir. Par la suite, c'est vraiment de travailler fort, de persévérer dans vos agissements, tout le temps rester constant, de jamais lâcher. Parce qu'à tout moment, on a des distractions qui pourraient nous faire perdre notre focus dans notre travail, dans nos objectifs, dans nos rêves. Moi, j'ai gardé mon focus toute ma vie sur la passion que j'avais pour la montagne. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis devenu une personne qui est bien dans ma peau. Et moi, ce que je souhaite aux gens, c'est d'aller vers leur passion, leurs objectifs, leurs rêves, de persévérer, de jamais lâcher, que la vie est courte, la vie est fragile. Il faut apprécier ce qu'on a,
remercier tout ce qu'on a autour de nous, le travail qu'on a, d'avoir un environnement de travail comme on a là ici au Québec, là, c'est quelque chose. Là. Donc, il faut apprécier le travail, nos équipes de travail, leur remercier en personne, pas rien que par courriel, par texto. C'est d'être plus humain avec les gens qui nous entourent, leur dire qu'on les aime, qu'on apprécie leur travail. Parce que si un jour on se retrouve en chaise roulante, c'est de savoir qui va nous aider, qui va pousser notre chaise roulante, qui viendrait nous voir à l'hôpital. Donc, les gens qui nous aident beaucoup dans notre vie, c'est de les remercier, d'avoir de la gratitude envers tout ce qu'on a autour de nous, de reconnaître qu'on est choyé puis qu'on est bien avec ça, travailler fort, travailler plus fort si on en veut plus. Puis souvent, c'est se contenter du bonheur qu'on a, de quoi qu'on est le plus fier dans notre vie, puis vers où on va aller dans les 3-4 prochaines années, comme si on devait mourir. Profiter de la vie au maximum, c'est le message final de ma conférence, parce qu'on n'a rien qu'une vie à vivre, puis c'est vrai, là, il faut en profiter. François-Guy, c'était fort agréable de te recevoir. Moi, j'ai tout ressenti ton énergie. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé tout ça. On a encore le goût de t'entendre. Merci beaucoup, François-Guy. Merci. Alors voilà, merci beaucoup à la maison d'avoir été avec nous. Vous voyez apparaître présentement les coordonnées de notre site Internet au bas de l'écran. Si vous avez envie de partager des commentaires, si vous voulez entrer en contact avec nos invités, vous allez retrouver toutes les coordonnées. Alors merci encore une fois et au plaisir et à la semaine prochaine. MissionInspiration.tv vous a été présenté par Hilton Québec, l'hôtel de choix pour vos événements au cœur du Vieux-Québec. Hilton Québec, on s'occupe de tout.